faut élaguer. Et deuxièmement, il faudrait l'égalité des chances. Cela permettra à ce que, là où il faille donner une responsabilité, les femmes et les hommes peuvent concourir à part égale, et celui qui mérite accède. Voilà, 66 candidatures alignées, 20 seulement par la majorité présidentielle. La CCU est représentée? Bien entendu, dans le Sankourou, dans la province du Sankourou, nous avons une représentation. Dans la province du Sankourou? Mais écoutez, parce que d'abord... Dans le Haut-Katanga, par exemple? Non, dans le Bandundu aussi. Mais sachez d'abord très bien que nous sommes un parti qui a une base naturelle dans le Sankourou. Ça, il faut le reconnaître. Et le travail qui est porté aujourd'hui, c'est de pouvoir étendre cette base naturelle dans toutes les autres provinces. Et nous avons eu cette facilité parce que le commissaire qui était là, le professeur Olongo, est une personnalité distinguée, qui est appréciée par la population. Alors, fallait-il changer de carte? Je pense que la hiérarchie du parti a jugé bon de pouvoir lui redonner la chance de pouvoir continuer. Et il faut saluer cette action de la CENI qui, aujourd'hui, est dans une logique. Certaines personnes, c'est vrai, pensent que la CENI est en train de vider du contenu du dialogue en plaçant justement cette question des élections des gouverneurs des nouvelles provinces. C'est une erreur. C'est une logique qui répond à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Parce que, souvenez-vous, que la Cour constitutionnelle avait enjoint au gouvernement de pouvoir prendre des mesures exceptionnelles transitoires pour permettre à ce que les nouvelles provinces puissent être dirigées. Mais ensuite, elle a demandé à la CENI très vite de pouvoir prendre des dispositions pour publier le calendrier du vote de ces gouverneurs de ces nouvelles provinces et que cela se passe dans les plus brefs délais. Je crois que c'est justement en application de cet arrêt qu'aujourd'hui la CENI a lancé cela. Donc il ne faut pas lier cela au processus électoral global qui, lui, a une importance. Nous allons revenir avec le dialogue, mais parlons du candidat de la CCI pour l'élection provinciale au niveau de la province du Sankourou. Vous ne trouvez pas que la majorité présidentielle a violé la loi électorale parce que l'article 10 de cette loi ne permet pas aux fonctionnaires de l'État de briguer, disons, de se présenter dans différentes élections sans démissionner? Exactement. Les commissaires spéciaux n'ont pas démissionné, votre commissaire spécial n'a pas démissionné, mais il a été quand même aligné par la CENI, la majorité présidentielle. Cette question, c'est vrai, elle a été évoquée, mais il faut savoir que les commissaires spéciaux sont des fonctionnaires de l'État, mais pas à titre de ceux qui ont fait carrière dans l'administration publique, ça c'est de un. Deuxièmement, il faut savoir aussi que lorsque l'on est en train de poser sa candidature, c'est à la CENI de pouvoir déterminer les failles ou pas. Donc ce n'est pas une violation de constitution. Mais comment la CENI va faire? Parce qu'elle a eu des injonctions de la majorité, je ne pense selon pas, une certaine opinion. Justement, vous dites que c'est une certaine opinion. La CENI n'est pas malléable, la CENI est indépendante. Et puis, n'oubliez pas que la CENI, aujourd'hui, est une plateforme, est une institution plutôt, qui est l'émanation d'un consensus, qui est dirigée par plusieurs forces vives, pour ne pas dire toutes les forces vives de la nation, ce qui fait que ce n'est pas facile de pouvoir facilement donner des injonctions à la majorité, à l'opposition et à la société civile qui sont représentées au niveau de la CENI. Mais comment vous justifiez la correspondance du secrétaire général de la majorité, daté du 23 février dernier? Le secrétaire général de la majorité est responsable d'une organisation politique. Et que par rapport à cela, il a le droit de pouvoir porter des avis en ce qui concerne les candidats de sa plateforme politique. Ça a été le cas de plusieurs autres partis. Vous avez suivi que le MLC aussi a écrit, ainsi que le PALU, parce qu'il était question d'une certaine cacophonie où on a assisté à des candidats qui se sont présentés comme indépendants, tout en étant toujours ralliés à leur parti politique. C'est justement ce que la loi électorale ne permet pas. Il faudrait, lorsque vous vous présentez comme candidat indépendant, que vous puissiez démissionner de votre formation politique. En ce moment-là, vous pouvez vous présenter en indépendant. Ou soit que vous êtes en indépendant, mais vous êtes toujours lié à votre formation politique, mais que cette dernière ne puisse pas saisir la CENI pour décrier votre candidature. Le chef de l'État s'est toujours représenté comme indépendant et pourtant il est autorité morale de la majorité. Mais remarquez très bien, en 2006, je peux vous lancer un défi. Vous pouvez compulser toutes les listes des partis politiques. Vous allez nulle part trouver le nom de Joseph Kabila. En 2006, il est parti en indépendant. En 2011, c'est vrai, il était l'autorité morale d'une plateforme qui s'appelait Majorité présidentielle. Mais il est vrai que dans ce cas de figure, pour que sa candidature puisse être invalidée, il fallait que la plateforme puisse saisir la CENI pour décrier que tel candidat qui se présente comme indépendant n'a pas suivi le mot d'ordre de la plateforme et vous ne pouvez pas accepter sa candidature. En ce moment-là, la CENI allait faire
ce qu'il faut pour écarter. Encore que, il faut savoir que l'amélioration de la loi électorale s'est faite après 2011. Ces mesures contraignantes ont été prises par rapport au désordre que l'on a remarqué au niveau de la sphère politique de notre pays, où finalement les gens n'obéissaient plus à ce qui était placé comme règle dans les regroupements politiques, et c'était du désordre. Raison pour laquelle le législateur a pensé qu'il fallait créer un certain ordre étatique par rapport à cela. Et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui est appliqué par la CENI. Mais ceux qui n'ont pas trouvé gain de cause sont allés en appel. Il y a d'autres qui ont eu gain de cause. Il y a d'autres qui ont été déboutés parce que la Cour d'appel n'a appliqué que la loi. Raison pour laquelle cette opinion pense que même la justice est instrumentalisée. Je pense qu'il ne faut pas dire que la justice est instrumentalisée lorsque les résultats des cours et tribunaux ne vous arrangent pas. Malheureusement, c'est ce que l'on remarque. Lorsque on voit que les cours et tribunaux rendent la justice et que cette justice n'est pas à votre profit, vous dites qu'elles sont instrumentalisées. Si c'est à votre profit, elles ne sont pas instrumentalisées. C'est ridicule. Je pense que nous sommes tous intellectuels, même si nous ne sommes pas tous constitutionnalistes ou hommes de droit, mais les lois de notre pays sont écrites dans nos langues et dans la langue de l'administration congolaise, qui est le français. Nous comprenons le français. Et je crois que c'est très clair ce qui est écrit. Nous avons vu des candidats qui n'ont pas obéi aux règles de leur plateforme politique et se sont présentés en indépendants et ils ont été déboutés, c'est clair. Et ce n'est pas seulement pour la majorité présidentielle, même pour d'autres partis de l'opposition. Et voilà, et qu'est-ce que vous pensez du cas Jacques Badou dans le Congo central? Il était aussi cadre du PPRD, mais il s'est représenté, il a même remporté, et Bamanissa, dans l'ex-province orientale, qui était aussi cadre de la majorité présidentielle, il s'est présenté comme indépendant. Pourquoi ne l'avoir pas bouté à cette époque-là? Mais je vous explique que vous savez que cela peut aussi être une stratégie. Moi, aujourd'hui, par exemple, l'initiateur de mon parti peut me dire mais écoute, Monsieur le Président, pour telle circonscription, je pense qu'il serait mieux que vous vous présentiez en indépendant. Si c'est la stratégie de mon parti, je le fais. Et c'est une stratégie, bien sûr, qu'on ne peut pas mettre dans la place publique. Donc le commun de mortels ne comprendrait pas, mais en réalité, dans les coulisses, au sein du regroupement politique, on saura que c'était une stratégie politique. Donc, lorsque vous voyez que la plateforme ne réagit pas, à contrario de l'action qui est menée par le candidat, c'est-à-dire n'écrit pas à la CENI pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec cette candidature, il faut comprendre par là que c'est une stratégie qui a été adoptée par la hiérarchie du parti ou du regroupement politique. Dans le cas de Jacques Badou, je me souviens, il y a même des cadres de la majorité présidentielle qui sont descendus dans le Congo central pour battre campagne contre l'adversaire de l'époque de Jacques Badou. Mais écoutez, vous devez savoir que les réalités des coulisses en politique, nous ne pouvons pas tous les maîtriser. Parce que finalement, comment vous allez expliquer que ça a été fait ainsi et un mois après, il a été adoubé comme président interfédéral du PPRD. Donc, si je comprends bien, donc vous le mettez dans le cadre de stratégie politique. Bien entendu, parce que je vous explique que si le parti n'est pas d'accord avec, la loi permet que ce parti ou le regroupement politique puisse écrire à la CENI. L'élection des gouverneurs est prévue le 26 de ce mois. La campagne électorale aura lieu du 22 au 24. Mais apparemment, la majorité présidentielle est allée vite en besogne. On voit déjà une forte délégation conduite par le secrétaire général de cette plateforme dans les provinces issues du démembrement de la province orientale, du Katanga, pour battre déjà campagne. N'est-ce pas là une violation aussi de la loi électorale? D'abord, il faut prouver que le secrétaire général de la majorité présidentielle s'est déplacé pour battre campagne. Vous n'allez pas interdire... Parce qu'il a rencontré les députés provinciaux. Donc c'est interdit. Il y a même la VSV qui a même tiré la sonnette d'alarme par rapport aux députés de la province du Congo qui étaient appelés à Kinshasa. Et selon la VSV, ils ont eu des intimidations de la part de la majorité présidentielle. Je ne me souviens pas avoir vu la VSV être partie prenante à cette réunion pour justifier qu'il y ait eu des menaces. Moi, je ne crois pas. Les députés provinciaux sont des personnes adultes. Lorsqu'on les menace, je pense qu'elles peuvent décrier cela, mais il n'y a pas eu ce cas. D'une part. D'autre part, vous n'allez pas interdire à une formation politique de pouvoir rencontrer ses membres. De pouvoir rencontrer ses membres, même si c'est des élus. Pour leur demander de voter pour le ticket majoritaire mais avant la campagne électorale. Mon cher ami, dans le monde entier, avant chaque échéance, il y a des stratégies politiques qui se montent entre la hiérarchie de la plateforme politique et les membres de cette plateforme politique, surtout que ces membres-là sont concernés par rapport aux échéances qui arrivent. Ça se fait aujourd'hui aux États-Unis, ça se fait partout, même en France. Vous allez interdire à
au secrétaire général d'une plateforme de le faire. Mais comment est-ce que vous allez alors dire, pour tous ceux qui chaque jour ici rencontrent leurs députés, font des réunions pour planifier des boycotts, des réunions de l'Assemblée nationale? Il n'y a pas de différence, mon cher ami. Le fait est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système démocratique. Ce système permet à ce qu'il y ait des partis politiques qui fonctionnent, mais aussi des plateformes. Et vous n'allez pas interdire aux responsables d'une plateforme de pouvoir cogiter avec les membres de cette plateforme, qui, du reste, sont les personnes les plus importantes pour les échéances qui sont en train de profiler à l'horizon. D'une part. D'autre part, vous n'allez pas interdire au secrétaire général de faire un travail d'itinérance. La République démocratique du Congo ne se limite pas qu'à Kinshasa. Les provinces démembrées font aussi partie de la République démocratique du Congo. La majorité a aussi des représentations dans ces différentes provinces. Vous n'allez pas interdire au secrétaire général de se rendre dans ces provinces pour communier avec sa base, pour parler avec les membres de la majorité qui se trouvent dans ces provinces, afin de pouvoir renforcer les lignes de la plateforme qui soutient les actions du chef de l'État. Et voilà, et comment est-ce que vous pensez que cette stratégie va réussir? Parce qu'on le sait, je le disais tantôt, dans le Congo central, avec l'élection du gouverneur Jacques Badou, dans l'ex-province orientale, il y avait aussi ce problème. La majorité présidentielle avait délégué ses membres pour battre campagne, mais le ticket de la majorité présidentielle avait perdu. Est-ce que vous pensez que cette stratégie va réussir maintenant? Le temps des consignes n'est pas révolu. Mon cher ami, je pense que l'avenir n'est du domaine que du Très-Haut. Il est le seul à pouvoir maîtriser ce qui va se passer en l'avenir. Mais ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons faire, c'est de pouvoir tirer les meilleurs de ce qu'on peut faire du temps qui nous est imparti. C'est-à-dire que dans le moment où on peut préparer les choses, il faut faire le maximum pour se donner toutes les chances de son côté. Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas dans un domaine arithmétique. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas en train de caricaturer les choses dans le sens que à 99% près, ça va se passer tel que l'on souhaite. Parce que, comme une fois même dans une réunion l'a dit le chef de l'État, le Christ peut revenir. En tant que chrétien, on pense que le temps que nous avons, ce n'est que le temps présent. Raison pour laquelle le travail est fait pour renforcer les équipes de la majorité, pour renforcer les partis politiques qui vont justement participer à ces élections, pour permettre à ce que l'on puisse gagner. Vous avez perdu, quand je parle de vous, je vois la CCU, vous avez perdu le siège de président de l'Assemblée provinciale dans le Sankuru. Qu'est-ce que ça augure pour vous? Ça n'augure rien de mal puisque la CCU a plutôt challengé pour le poste de gouverneur. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée provinciale qui est ce changement, ça ne nous dérange en rien, encore que c'est un membre de la famille présidentielle qui a gagné. Je pense que c'est le PPRD. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes sereins, nous continuons à renforcer les lignes pour que notre candidat puisse dans le fief naturel de la CCU, un candidat de la CCU qui perd, vous trouvez ça normal? Vous devez savoir que la CCU, justement, si aujourd'hui nous réussissons à engranger autant de monde dans nos lignes, c'est parce que nous sommes en politique, mais nous la jouons sportivement. C'est-à-dire que nous acceptons que des fois nous avons des surprises, mais lorsque la surprise n'est pas désagréable, nous n'en plaignons pas. Voilà, nous allons maintenant parler de la rentrée parlementaire. Les députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Il y a une opinion. La majorité de l'opinion nationale et internationale parle d'une session électrique. Êtes-vous d'avis aussi? Je n'ai jamais vu ici en République démocratique du Congo une session qui n'a pas été annoncée électrique, mais nous savons qu'elle commence et qu'elle termine toujours, surtout que nous avons remarqué depuis peu la grande sagesse du président de l'Assemblée nationale qui gère très bien les débats, qui distribue très bien les interventions et qui permet à ce que les différentes forces vives présentes dans l'hémicycle, surtout dans la chambre basse, puissent faire très bien leur travail. Et je crois que c'est le même travail qui est appliqué au niveau du Sénat avec la sagesse du vieux Kengo Adondo. Donc je ne pense pas que cette électrification du Parlement que l'on nous promet va se passer. Mais je crois fermement que par rapport au sujet de l'heure, les débats seront très chauds. Il faut le reconnaître. Et quels sont les enjeux, selon vous, de cette session? Bien entendu, vu qu'il est question surtout du processus électoral, et bien entendu, il est d'actualité la question du dialogue en vue d'un processus électoral intégrateur, consensuel et pacifique, il est important que l'on sache que les débats vont se tourner sur ça. Les débats vont se tourner également, bien entendu, sur les contrôles. Ça, c'est le travail des parlementaires, le contrôle de certains ministres, pour ne pas dire de tout le gouvernement. Et il faut aussi souligner que c'est l'avant-dernière session
pour la législature 2011-2015. Et où est la place des réformes entreprises par le gouvernement? Je vois là la réforme de l'armée, la réforme de la justice, qui bat de l'aile aujourd'hui. Est-ce que ça aura de la place, selon vous? Ça ne bat pas de l'aile. Vous devez savoir que les réformes sont des processus qui prennent du temps, qui demandent des moyens et qui demandent de la patience afin d'avoir des résultats. Déjà au niveau de l'armée, il faut reconnaître qu'il y a eu une grande restructuration. Il y a une nouvelle génération qui vient de sortir de l'école militaire de l'EFO, où on remarque que des jeunes ont beaucoup rejoint les rangs de l'armée. De ce côté-là, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître également que la justice existe réellement maintenant dans l'armée. Nous avons remarqué qu'il y a déjà des sanctions qui se passent sur les officiers de l'armée. Aujourd'hui, il y a près de 4000 officiers militaires, hommes de troupes qui sont derrière les barreaux pour avoir violé soit la loi, soit violenté des civils. Ça veut dire que l'ordre est en train de revenir. Et du côté de la justice, vous avez vous-même remarqué que le PGR a même gratifié certains magistrats qui ont bien fait leur travail. Il y a eu une nouvelle mise en place et les choses sont en train d'évoluer. On attend la Cour de cassation constitutionnelle est en train de fonctionner. La Cour de cassation n'existe pas. Mais écoutez, lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, il n'y avait même pas de Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on en a. Vous savez que même Rome n'a pas été fait en 1000 jours. Il faut du temps et être patient, surtout lorsqu'on a en face de soi un chef de l'État, qu'on a en face de soi des responsables politiques, des responsables de gouvernement qui réalisent les promesses et les visions du chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement a récemment donné les grandes lignes de ce qu'a été les réalisations de ce gouvernement durant les 5 dernières années et les populations le constatent et le remarquent. Ce n'est pas du pipeau, mais c'est de la réalité. Vous avez parlé du dialogue. Nous sommes à quelques mois de la fin de la législature. Est-ce que vous pensez le dialogue opportun, nécessaire encore? Mais écoutez, vous devez savoir que dans une société humaine, le dialogue est quelque chose d'important et de continuel. Pour la simple raison que l'on ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, parler d'une pensée unique. On ne peut pas parler d'un seul courant de pensée ou d'opinion. Il est important qu'il y ait le choc des idées, surtout en ce qui concerne le processus électoral congolais. Vous devez savoir que depuis pratiquement Sun City, tout ce qui touche aux élections est d'ordre consensuel. L'existence même de la CENI, la direction de la CENI, la gestion de la CENI est un rassemblement de plusieurs forces vives, pour ne pas dire de toutes les forces vives de la République démocratique du Congo. Donc par rapport à cela, le dialogue est important. Il est important pour permettre à ce que d'abord que les politiques puissent lever des options importantes, entre autres. Par quelle élection nous allons commencer? Par l'élection présidentielle qui est liée à la Constitution. Ça, c'est moi qui suis en train de penser parce que, mon cher ami, j'ai été dans le Congo profond. J'ai vu les populations de notre arrière-pays. Je vous dirai la vérité. Ils n'ont pas besoin de voir le président de la République là-bas chaque jour. Ils ont besoin de voir des chefs de rue. Ils ont besoin de voir des chefs de quartier. Ici à Kinshasa, c'est vrai, on est habitué à voir les chefs des institutions parce que c'est le siège des institutions. Mais dans l'arrière-pays, je vous assure que le chef de rue qui n'est pas considéré ici, le chef de quartier qui n'est pas compté, le bourgmestre qui n'est pas compté, a une forte importance dans l'arrière-pays. Et notre République, sur ces 2 345 409 km², il faut, si vous retranchez Kinshasa, c'est tout le reste qui fait la RDC. Donc c'est important que l'on puisse, en tout cas ça c'est le point de vue de la Convention des Congolais Unis, que toutes les élections sont importantes. Mais bien sûr, il y a d'autres partis qui pensent le contraire. Et il faudrait justement réfléchir sur cela pour voir, dans le temps qui nous est imparti, qu'est-ce qu'il faut faire. Au-delà de ça, il y a la question de l'enrôlement des jeunes mineurs. Des jeunes majeurs plutôt, vous savez très bien que la CENI avait prévu cet enrôlement en janvier de cette année. Mais une certaine opposition a rejeté ce calendrier et c'est à cause de cela qu'aujourd'hui nous sommes dans l'incapacité de pouvoir parler de l'enrôlement des jeunes majeurs au passé. C'est encore une question qui doit venir. Il faut alors lever l'option. Soit on le fait et on est conséquent dans la durée que cela va prendre, parce qu'on ne peut pas sacrifier 10 millions de jeunes et les écarter du processus électoral. Si on le fait, il faudrait alors que celui qui va aller annoncer aux jeunes qui ne vont pas voter, qu'il ait vraiment du courage. Mais vous avez parlé tout à l'heure là de l'Assemblée nationale, où vous félicitez le président qui gère bien le débat, mais ne pensez-vous pas que ce dialogue doit se faire dans les institutions? À l'Assemblée nationale, par exemple, il y a les députés de la majorité de l'opposition. Les options ne peuvent pas être levées au sein des institutions. Il faut un dialogue.
pour faire ça? Le problème est que vous avez vous-même remarqué que lorsque le président de la CENI a fait son parcours pour toucher toutes les institutions, cela lui a pris du temps. Il faut passer par le gouvernement, il faut passer par l'Assemblée nationale et le Sénat, il faut passer par l'armée, la police. Est-ce qu'il faudrait organiser des rencontres avec chaque structure qui prend part au processus électoral de façon séparée ou de façon globale? De un, ça permet de gagner en temps. Et deuxièmement, ça permet à ce que les discussions puissent être beaucoup plus enrichies. Parce qu'en ce moment-là, il n'y aura pas de composante qui sera négligée. Parce qu'il sera important en ce moment-là que tous ceux qui prennent part au processus électoral puissent s'asseoir et dégager. Je vous donne un exemple simple. Le gouvernement prend part au processus électoral par le financement de la rubrique opération des élections. Les partenaires de la RDC prennent part également parce que soit ils apportent du financement. Dernièrement, nous avons vu le Canada qui a apporté 10 millions sur les 1,2 milliard dont on a besoin. D'autre part, il y a la MONUSCO qui apporte la logistique. Il y a la police qui assure la sécurisation des sites électoraux. Il y a les partis politiques qui aujourd'hui peuvent garantir un certain comportement qui ne pourrait pas demain apporter un cycle de violence après les élections. Il y a tout ça à prendre en compte. Donc le contenu, vous avez même dit, vous avez donné le travail à tous ces partenaires-là, donc le contenu même du dialogue est vidé. En quoi est-ce qu'il est vidé? La police va assurer la sécurisation, le gouvernement et les partenaires vont financer les élections. Bon, quel sera le problème? Non, mais le problème est que là, je suis en train de vous dire la responsabilité de chaque partie prenante au processus électoral. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est déjà fait. Je ne suis pas en train de vous dire que nous avons dans les caisses de l'État les 1,2 milliard. Je ne suis pas en train de vous dire que la police est déjà équipée en ce qui concerne la sécurisation du processus électoral. Je ne suis pas en train de vous dire que les partis politiques sont aujourd'hui respectueux des règles d'or qui régissent le processus électoral. Et si ces partenaires prenaient chacun leurs responsabilités? Mais si c'était le cas, je ne pense même pas qu'il y aurait raison de dire qu'il y a dialogue. Mais si aujourd'hui on est en train d'insister sur ce fait, c'est parce que justement il y a des failles. Le gouvernement déjà a commencé à financer, il a déjà donné 40 millions. Le gouvernement n'a pas commencé à financer avec les 40 millions qu'il venait de donner. Le gouvernement a commencé à financer depuis longtemps. Sinon, comment m'expliquerez-vous alors l'existence de la cartographie aujourd'hui géospatiale localisée des bureaux de vote au niveau de la CENI? Comment expliquerez-vous le fonctionnement continuel de la CENI depuis le nouveau bureau jusqu'à aujourd'hui? Comment expliquerez-vous les formations des différents cadres et membres de la CENI? Comment expliquerez-vous le déploiement qui a eu lieu des 44 000 experts de la CENI sur l'ensemble du territoire national? Ça veut dire que le gouvernement a toujours financé. Mais le problème est qu'il faut être réaliste. Nous sommes un pays post-conflit. Et que par rapport à ça, nous avons une économie fragile. Une économie qui a été encore plus fragilisée par la dernière guerre injuste que nous avons connue avec le M23. Aujourd'hui, cette économie est encore fragilisée par le climat économique morose que le monde entier est en train de connaître. Avec 7 000 $ au prix de la tonne de cuivre, aujourd'hui on est à 4 000. Baril du pétrole à 39 $ aujourd'hui, hier c'était à 100 $. La RDC n'est pas le seul pays à souffrir de cela. En Angola, on se souvient qu'il y a même 2 ans, ce pays a lancé un OPA sur Portugal Télécom, mais aujourd'hui elle s'est rétractée par rapport au manque de financement. La Zambie, n'en parlons pas, le Nigeria a même déprécié sa monnaie, le Naira, parce qu'il y a une recrudescence économique terrible. Il faut féliciter notre gouvernement qui prend des mesures pour protéger notre économie dans tout cela. Bref, lorsque l'on voit cette cartographie, on se dit que le Congo a réellement besoin d'un appui, a besoin d'un appui extérieur pour nous permettre de réussir ce pari. La volonté est là et elle est manifestée. Malgré notre économie presque exsangue, tributaire de ce que je viens de vous dire, nous sommes en train de faire des efforts pour soutenir la démocratie. Eh bien, il faudrait que les partenaires de la RDC, au lieu de se positionner en négativistes et en spécialistes des préjugés, qu'ils viennent plutôt mettre la main dans la pâte pour aider le pays. N'est-ce pas là, le dialogue, n'est-ce pas là une manière de permettre au président de continuer à détenir le pouvoir après le 19 décembre? Est-ce que cela est le vœu du président de la République de pouvoir détenir le pouvoir jusqu'au 19 décembre? Le dialogue n'est pas fait pour ça, puisque si c'était le cas, je pense que l'ordre du jour allait être spécifique. On allait placer dans l'ordonnance signée par le chef de l'État en novembre de l'année passée, de l'année écoulée plutôt, que le dialogue c'est aussi pour un glissement ou pour un 3e mandat, mais il n'en est pas cas. Dans le document officiel, le dialogue est prévu pour le processus électoral, c'est très clair. Est-ce qu'aujourd'hui la majorité présidentielle est prête
à demander au chef de l'État ou bien à s'aligner derrière ceux qui pensent que le président doit démissionner et laisser la place à une présidence intérimaire qui aura pour mission principale d'organiser les prochaines élections. Mais cela n'a pas de sens. La Convention des Congolais Unis est respectueuse des lois du pays. Et la Convention des Congolais Unis respecte ce qu'a dit le président. Le président dit qu'il respectera lui-même les lois du pays, surtout la loi des lois, la loi mère, la Constitution. Or, la Constitution ne prévoit pas qu'il y ait un intérim. Le président de la République va démissionner. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Pourquoi le président de la République va démissionner ? Et comment vous interprétez alors l'article 70 Mais écoutez, de la Constitution ? L'article 70 est clair. Le président de la République va céder son pouvoir à un président élu. Mais mon cher ami, s'il y a un président élu le 19 décembre ou le 20 décembre, pourquoi est-ce que le président de la République va refuser alors qu'il respecte la Constitution ? Mais ceux qui sont en train de dire, par contre, que le 19 décembre, le président de la République doit partir, c'est ridicule. Parce que le président de la République reste en fonction jusqu'à ce que le président élu va prendre l'arrêt du pouvoir. La Constitution parle de 10 jours. Lorsque l'on... Mais bien entendu. Mais il faudrait qu'il y ait le président élu. La Constitution ne parle pas que la remise des reprise va se faire avec un président intérimaire, mais un président élu. Alors, lorsque d'autres gens sont en train de dire que le président sera jugé démissionnaire, mais sur base de quoi ? Il y aura vacances sur base de quoi? La loi des lois, dans son article 75, prévoit les cas de vacances. Soit que le président démissionne, soit que le président décède, ou encore qu'il y ait une preuve réelle que le président est dans l'incapacité de pouvoir répondre à ses fonctions de président de la République. Alors, où est le cas où on parle d'une démission ou d'une vacance, dans le cas où il n'y aurait pas un président élu à date fixée? Deuxième chose, il faut reconnaître que l'article 76 prévoit que ce soit le gouvernement qui constate la vacance et saisisse la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas des partis politiques qui se croient génies de la Constitution, qui dans un coin diraient qu'il y a vacance, il faut que M. Kengo Adondo puisse devenir président de la République intérimaire. Mais c'est totalement ridicule. Ça, c'est seulement chercher des problèmes là où il n'y en a pas. La plupart de ces personnalités, malheureusement, ayant constaté que le peuple congolais n'est pas avec elles, sont aujourd'hui en train de multiplier des stratégies qui malheureusement n'ont pas d'avenir. Remarquez vous-même, qu'est-ce qu'on nous a promis ici en février si le président de la République ne fixait pas l'opinion sur son sort? Et pourtant ce sort est très bien écrit par la Constitution. Que le ciel nous tomberait sur la tête, mais les nuages continuent à flotter sur le stratosphère. Rien ne s'est passé. On nous a promis une nuit de jeudi avec boucan ici, sifflet et tout ça. Des sifflets ont été distribués, mais les enfants utilisent ça pour leur match de football dans les stades municipaux qui sont en train d'être construits. Donc, par rapport à ça, on se rend compte que la population, finalement, n'est plus dupe. La population comprend. Qu'est-ce qui manque au chef de l'État aujourd'hui de ne simplement pas dire qu'il ne va plus se représenter? Parce qu'il sait qu'il a déjà dit qu'il va respecter la Constitution du premier au dernier article. Et qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Parce qu'une fois il le dit, la tension va baisser d'un cran. Mon cher ami, la tension ne va pas baisser parce que la tension n'existe pas. La tension se trouve plutôt dans le subconscient de ces politiques qui aujourd'hui sont en mal de positionnement et qui ont besoin de pouvoir justifier les fonds qui leur sont donnés par ces impérialistes qui ne cherchent qu'à déstabiliser notre nation, malheureusement. Et c'est ça qui les dérange. Et ils sont en train de donner des préjugés et de faire des procès d'intention là où il n'y en a pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un article qui, aujourd'hui, est en train de contraindre le président de la République pour dire ouvertement qu'il ne va pas se présenter? Pourquoi le président va se mettre à confirmer chaque article de la Constitution alors que c'est clair là-dedans? Ça change quoi s'il le disait? Ça change rien? Ça change quoi s'il ne le dit pas? Parce que la loi est claire. Bon, le dialogue, c'est vrai que l'Union européenne, l'ONU, tous les partenaires de la RDC, il y a même le pape qui appelle les Congolais au dialogue. Mais apparemment, tout le monde campe sur sa position. La majorité présidentielle va aller au dialogue avec qui? La majorité présidentielle n'a pas capacité de pouvoir dialoguer à elle-même. Quoique au niveau de la plateforme, le dialogue, c'est le maître mot. Mais pour ce qui concerne le pays, il est important qu'il y ait un choc d'idées, comme je vous ai dit, avec des esprits contraires, qui pensent contraire, mais qui, bien sûr, nous le respectons, pensent peut-être pour le bien du Congo. Aujourd'hui, tout le monde donne raison au chef de l'État par rapport à ce dialogue. Que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OIF, que ce soit les Nations unies, que ce soit l'Union africaine. Tout le monde donne raison.
Tout le monde donne raison au choix qui a été fait par Madame Dlamini Zuma sur Edem Kodjo comme accompagnateur de ce dialogue. Mais alors, le Congo est en train de prendre date, en constatant exactement qui veut la paix, en allant dialoguer avec les autres, et qui ne veut pas de cette paix en refusant de dialoguer. Donc le dialogue rime avec la paix. Donc si vous n'allez pas au dialogue, vous n'aimez pas la paix, c'est ça? Mais mon cher ami, le contraire de dialoguer, c'est quoi? Lorsqu'il y a des malentendus, lorsque vous... Allez aux élections carrément, vous parce et votre épouse... c'est la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, qui est autorité budgétaire, a prévu une ligne budgétaire de 200 millions de dollars chaque année. Mon cher ami, mais il ne faut pas oublier, et on le dit chaque jour, que gouverner, c'est prévoir. Lorsque l'on sait que le passé nous enseigne qu'à 2 reprises, lorsque nous avons organisé des élections, ici dans ce pays, et qu'il y a eu, avant cela, en amont, des stigmates de contestation, cela a poussé à des troubles. Et des Congolais et des Congolaises ont perdu leur vie à cause de cela. Est-ce que vous allez demander au gouvernement d'aller encore cette fois-ci, en sachant qu'il y a encore une fois des stigmates de contestation, pour que demain, il y ait encore des troubles, que des Congolais perdent leur vie? C'est à la police de sécuriser. C'est important. Mon cher ami, la police ne peut pas être derrière chaque Congolais, sinon nous serons 90 millions de Congolais, il y aurait 90 millions de policiers. La police, c'est vrai, maintient l'ordre public, mais chaque Congolais a la responsabilité de pouvoir souhaiter la paix à son pays. Chaque Congolais a la responsabilité de maintenir la paix dans son pays. Mais lorsqu'il y a des Congolais qui sont en train de penser que si les choses ne se passent pas selon elles ou selon eux, ils vont mettre le pays à sang et à sueur. Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'il faut arrêter ces gens-là? Est-ce qu'il faut les tuer? Non, il faut parler avec eux pour leur demander qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aller pour que vous soyez rassurés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions aboutir à ce que nous tous nous cherchons, c'est-à-dire la consolidation de la démocratie dans notre pays? C'est cela l'importance. Donc, ils refusent de participer au dialogue. Là, on pense qu'on va se retrouver aux concertations bis. Non, où il y a une grande partie de l'opposition qui n'a pas participé. Je pense que cette responsabilité est à M. Kodjo qui, je crois... Il n'est pas accepté par les radicaux de l'opposition. C'est leur choix, ils sont libres d'accepter qui ils veulent, mais je pense que lorsque le monde entier, ainsi qu'une grande partie de la population et de la majorité de votre peuple est d'accord avec un schéma et que vous vous battez en minorité pour refuser, vous êtes dans une position négativiste. C'est vrai que c'est la démocratie, chacun a son libre arbitre, mais il faut savoir aussi que l'importance de la majorité est à prendre en compte. Donc au cas où il refusait, concrètement, au cas où il refusait, donc la majorité va aller seule. Non, je suis en train de vous dire que si aujourd'hui un consensus n'est pas dégagé, les conséquences seront tirées. Lesquelles, par exemple? Lesquelles? Mais vous savez très bien que si aujourd'hui il n'y a personne, comment est-ce que la majorité peut aller parler soi-même? Non, je vous explique ici que le référendum n'est pas lié au dialogue. Le référendum est une pratique démocratique. Le référendum est prévu par la Constitution. Le référendum, c'est le pouvoir qu'a le peuple de répondre à des questions qui lui sont posées de manière précise. Ça n'a rien à voir avec un dialogue. Ça, c'est une activité démocratique. On a vu que ça a été fait dans plusieurs pays. La France, la Belgique, les États-Unis. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de faire passer des articles de sa Constitution en référendum. Donc, c'est une pratique démocratique. Ça n'a rien à voir avec le dialogue. Le dialogue permet seulement à ce que l'on puisse trouver un consensus. On pourrait dire même intérêt d'entente. Lorsque vous et votre épouse, vous êtes en conflit dans votre maison et que vous allez voir un serviteur de Dieu, vous allez voir même le juge naturel du tribunal de paix, il va vous dire d'abord d'aller en conciliation. Donc ça veut dire que lorsque, et même la Bible nous enseigne ça, lorsque toi et ton frère vous ne vous entendez pas, avant de venir même donner l'offrande, dépose ça devant la table de Dieu, va t'entendre avec ton frère. Si ça ne marche pas, cherche une troisième personne pour lui parler. S'il n'entend toujours pas en ce moment-là, tout le monde saura. Donc c'est ce qui est en train de se passer ici. Est-ce que le dialogue est une condition sine qua non pour aller aux élections? Non, ce n'est pas lié. Non, ce n'est pas lié. La preuve, vous êtes en train de voir que le dialogue n'est pas encore tenu, mais le gouvernement est en train de tenir ses responsabilités face à la CENI. La CENI est en train de tenir ses responsabilités face au processus électoral, mais le dialogue va permettre à ce qu'on puisse avoir un processus électoral stable.
un processus électoral qui intègre toutes les forces vives de la nation, un processus électoral qui va tenir compte de toutes les réalités et contraintes que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas normal qu'à 2 reprises, que la CENI puisse publier le calendrier électoral et qu'une partie de l'opposition la rejette. Je vous ai dit d'entrée de jeu ici qu'il était prévu l'enrôlement des jeunes majeurs en janvier de cette année dans le calendrier électoral. Mais étant donné que ce calendrier électoral, qui avait été souhaité et demandé par tout le monde, non seulement par la classe politique interne de la RDC, mais aussi par les partenaires du Congo qui sont à l'extérieur, mais ce calendrier n'a pas été soutenu, ça a été rejeté. Pourquoi alors la CENI continuerait de publier des calendriers qui seront à chaque fois rejetés par une partie des opérateurs politiques? Ça ne serait pas normal, d'où l'importance aujourd'hui que tout le monde se mette autour d'une table pour qu'on dégage des options qui vont permettre à ce que tout le monde soit d'accord. L'opposition aujourd'hui unie, je vois le G7, la dynamique de l'opposition unie aujourd'hui face à la majorité. Quelle chance vous donnez à la majorité? Mais écoutez, je ne pense pas que cette union, c'est mon point de vue, vous savez, hein, je ne pense pas que cette union soit une union de cœur, hein, parce que déjà, lorsque l'on voit que d'une part, il y a des contradictions dans ce qui est dit, hier on a vu les forces acquises au changement proches de la dynamique de l'opposition, aujourd'hui il y a des syllabes qui ne se concordent plus, d'autres se retrouvent à Lubumbashi, on voit que le trône est donné à quelqu'un d'autre. Finalement, celui qui était à sa droite sort pour plébisciter celui qu'il avait trahi dans le parti, pour dire que M. Jean-Pierre Bemba est l'espoir de tout un peuple. Finalement, cette cacophonie, là, on se dit que cette union n'est qu'une unité de façade, que ce n'est pas une union de cœur. Le 21 mars, vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba. Donc, face à cela, la majorité sera très forte. Le 21 mars, vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba, on s'attend au verdict de son procès. Aujourd'hui, supposons qu'il était acquitté, la donne politique en RDC va-t-elle changer? Au-delà de la donne politique, d'abord, ça sera une joie que notre compatriote qui est jugé à l'étranger aujourd'hui puisse retrouver son pays, puisse retrouver sa famille. Ça fait toujours mal hein, de se savoir qu'un de vos compatriotes est jugé à l'étranger. Quel que soit son niveau de culpabilité, cela dérange toujours les consciences, surtout les nationalistes que nous sommes. Mais au-delà de cela, je pense que Jean-Pierre Bemba aura très mal au cœur quand il va sortir, de voir son parti qui a été émietté, qui a été affaibli. Et par ça la sera, majorité. Et ça sera... Non, je ne pense pas que ce soit par la majorité. François Mamba, c'est comme Olivier si Kamitatou à l'époque, Thomas Louaka qui travaille maintenant avec la majorité. Vous avez parlé de M. Olivier Kamitatou. Est-ce qu'à l'époque la majorité existait quand il a quitté le MLC? Je pense que ce sont des responsables qui sont au sein de ces partis politiques qui ont assez de jugeote pour décider d'eux-mêmes de ce qu'ils peuvent faire de leur avenir politique. Moi, je suis plutôt en train de dire la douleur qu'aura Jean-Pierre Bemba. Mais je pense que sur le microcosme politique, le temps qu'il a fait à l'étranger lui demandera quand même de pouvoir s'imprégner davantage des réalités actuelles de notre vie politique. Mais le plus grand souhait, c'est que ce compatriote puisse retrouver sa famille. Supposons qu'aujourd'hui, il sort et qu'il se présente comme candidat présidentiel. Écoutez, il est congolais, il est libre de le faire. Même vous avez le droit d'être candidat président de la République, surtout que si vous remplissez les critères de la loi électorale, je ne vois pas pourquoi ça dérangerait qui que ce soit. Monsieur Thierry Mosenepou, le temps nous imparti à sa fin. Un mot avant de conclure cette émission. Le dernier mot, c'est plus adressé aux jeunes, puisque je suis responsable d'une grande plateforme des jeunes. C'est de leur dire de continuer à garder espoir au Congo. Et surtout qu'aujourd'hui, la Convention des Congolais Unis a réussi un grand pari, à installer un grand centre de formation professionnelle pour les jeunes au Camp Luka. Vous pouvez tous y aller pour obtenir une formation parce qu'en ce mois de la femme, qu'on se le dise, il faudrait que la dame, la demoiselle congolaise puisse s'armer d'une bonne instruction pour que demain, à part égale, elle puisse concourir ensemble avec les hommes qui sont pour elle ou qui sont des aides semblables pour notre société. Il est important que nous puissions compter sur tout le monde, Congolaises et Congolais, pour que nous puissions continuer à faire briller ce flambeau de reconstruction de notre pays qui a débuté grâce à notre chef de l'État il y a de cela près d'une décennie. Apparemment, le camp Luka vous intéresse. Vous avez fait un grand meeting là-bas dernièrement. C'est tout le Congo qui nous intéresse. Vous savez que même Jésus-Christ, qui avait la possibilité de se retrouver partout, a commencé par Nazareth. Merci, Monsieur Thierry Mosenepou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, téléspectateurs, qui avez suivi cette émission. Rendez-vous pris pour le prochain numéro. Au revoir.